Commençons par le début, peut-être le Trash Talk, le média, qui a un peu plus de 10 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Yep. Comment c'est né ? Pourquoi c'est né ? Comment Trash Talk a vu le jour finalement ? Moi, j'aime le basket et la NBA depuis très longtemps. Je suis né en 90, donc à partir de mes 9-10 ans, j'ai commencé à vraiment voir du basket, jouer à du basket, kiffer la NBA et assez tôt, assez ado, à rester debout la nuit en catimini. Et bon, l'histoire, beaucoup la connaissent. Je devais être prof d'anglais à la base. J'ai fait une année d'Erasmus en Écosse. Et donc, comme tout le monde le sait, en année d'Erasmus, j'ai été très studieux et j'ai travaillé très dur. Non, j'ai eu la possibilité d'allier mes études avec le développement juste d'un blog qui s'appelait Defend, Rebound and Run, si les gens ne le savent pas. Et juste pour dire, tu as raconté toute l'histoire complète sur Camino TV notamment, et tu racontes toutes ces anecdotes, donc on renvoie aussi les gens vers cette interview. Pardon. Ouais, bien sûr, mais je te la fais en courte. En gros, voilà, moi je consommais énormément de NBA. Je suis passé, on en reparlera peut-être, par NBA Evolution, Basket Evolution. Je suis passé par les forums, par des sites, par les réseaux sociaux, par plein de trucs. Et il y a un moment où je me suis un peu jeté à l'eau, en fait. J'ai lancé un blog qui ensuite a ouvert ses portes à d'autres gens passionnés et qui avaient envie de contribuer à une magnifique aventure. Donc les gens que beaucoup connaissent aujourd'hui, les Alexandre, Léonce, Julien évidemment qui était là au tout début, David, Giovanni, Ben, Nico, beaucoup de gens qui se sont collés au projet. Et donc conception de la ligne éditoriale, prendre des vagues, des bonnes vagues, des vagues importantes. Vague étant celle aussi que Bein, par exemple, a pris en 2012, puisque ça fait un peu plus de 10 ans, on est copains de promo, comme on aime parfois le dire en rigolant, puisqu'en fait, en 2012-2013, tu te retrouves devant une situation où les réseaux sociaux explosent, Twitter, Facebook est déjà bien implanté, il y a une YouTubisation aussi de certains contenus et certains types de divertissements et éléments de la société. L'équipe de France commence à avoir des résultats. NBA 2K cartonne sur les consoles. Tu as cette sorte d'alignement un peu des planètes qui fait qu'il fallait être là au bon endroit au bon moment, et donc de prendre toutes ces vagues sur un terrain qui selon moi était très fertile et pas trop utilisé, ou en tout cas pas autant que ce que je projetais et imaginais. Et ben ça a donné naissance à Trash Talk, et depuis ça fait 10 ans et c'est une magnifique aventure, et c'est la plus belle des aventures pour moi. Ouais, ça n'arrête pas de grandir depuis, effectivement. Mais tu notes un élément important qui est effectivement l'arrivée de beIN Sport qui a diffusé beaucoup plus de matchs, et ça, Trash Talk a aussi coïncidé avec ça. Il y avait aussi Oui. vous étiez là pour commenter l'actu, mais les gens aussi pouvaient voir l'actu directement avec beIN, donc ça a dû pas mal aider. Une question aussi que j'avais, c'est que, enfin, t'as l'air d'avoir t'y as répondu un tout petit peu, mais à quel point tu l'as vu venir, toi, justement, ce virage un peu réseaux sociaux ou internet? Est-ce qu'à l'époque, il y a 10-11 ans, tu l'as vu venir, tu le voyais, tu le projetais, tu te dis bon c'est comme ça qu'on va faire un peu notre modèle, ou est-ce que c'est arrivé un peu de manière sur le tas, quoi? Alors je ne ferai pas une LeBron en disant je l'avais vu venir. Tu vois, comme il aime bien faire, tu sais, parfois nous dire incroyable, je l'ai vu jouer à 8 ans et demi et je savais que ce serait une superstar. Ouais. Non, il y avait des choses que dont j'étais fondamentalement persuadé. Et pour moi, on n'en faisait pas assez globalement sur la NBA en France. Il y avait des gens formidables et dont on a l'occasion de reparler, qui faisaient déjà un gros travail. Notamment les copains Théophile et Shai, notamment Mamou sur Basket Session et Rivers, qui était déjà là très tôt avec un magazine formidable, Rivers. Il y avait évidemment Fabrice Auclair et Dimitri et toute l'équipe de Basket USA, le forum de Basket USA qui était aussi très très fondamental et important. Il y avait des forums comme Basket Evolution, et déjà je pense à l'époque Basket Info, enfin il y avait des gens qui étaient dans les magazines 5 majeurs et tout ça, donc plusieurs personnes poser déjà les pavés, sans parler de Xavier Vaution ou de Jacques Monclar ou de Georges Eddy ou de toutes ces personnes qui bêchaient en fait et qui essayaient de poser. Mais je trouve que c'est facile à dire quand t'as 22 ans, mais ça manquait de
de stratégie sur des terrains qui étaient inexploités. Ouais. Pour moi, il n'y avait pas de couverture nocturne. C'était un running gag pour moi entre potes, quoi. C'était que si tu voulais suivre un peu le basket, il y a 11 ans, fallait être là entre 6h du mat et 23h. Et pour moi, ça n'avait aucun sens. Ouais. Ouais. Je comprenais pas. J'étais déjà un peu junkie à mater des matchs jusqu'à 7h du mat, mais pour moi, ça n'avait pas de sens parce que j'arrêtais pas de répéter à mes potes, je refuse de bosser dans un média de foot et de dormir le week-end, tu vois. Pour moi, où je bosse dans un média de fashion et je pionce pendant la Fashion Week où je suis absent. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Alors ça signifiait des sacrifices à venir, mais je projetais quand même que il y avait Code Jordan sur du gaming 2K et Briscoe qui faisait du freestyle. Mais il n'y avait pas de talk basket. Et moi, ça me semblait aberrant que personne se jette dessus. Il n'y avait pas de gens qui tweetaient la nuit. Ou très peu. On était quelques-uns. Salut Anti-Basketix et d'autres qui étaient déjà là à l'époque et qui pouvaient errer, mais on était une secte, quoi, tu vois. Et donc pour moi, j'ai l'impression que, étant aussi amoureux de ce sport, je trouvais que ça manquait d'événements, je trouvais que ça manquait de livres, je trouvais que ça manquait de live, je trouve que ça manquait de beaucoup de choses. Et donc, je peux pas dire, c'est impossible pour moi de te dire, ouais, si, t'inquiète, il y a 10 ans, j'ai imaginé qu'on serait 3000 dans une salle, standing ovation pour ma daronne, ce qui s'est littéralement passé il y a 2 mois, tu vois. Parce que c'était son anniversaire et que c'était génial de voir des gens qui jouaient le jeu en disant que c'était elle la vraie MVP. Donc jamais je peux te dire ça, c'est impossible. Je peux pas te dire que j'avais prévu de croiser et de parler avec Kobe, avec LeBron, avec toutes ces légendes, Abdul-Jabbar, etc. Mais oui, en 2012, pour moi, no disrespect, mais le basket en France, la couverture globale du basket en France, il y avait quelques personnes qui étaient posées sur des plages, mais pour moi, c'était une île déserte. Il y avait tout à faire. Oui. Ouais, donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est, on va dire, un scénario optimiste, mais à l'époque, c'était pas non plus un scénario irréaliste, en fait. Complètement. Après, moi, comme j'aime souvent le répéter, au début, Trash Talk, mon rêve, c'est d'être accrédité pour un match de NBA et d'avoir une photo avec un joueur. Enfin, tu vois, c'est ça à la base, parce que tu restes avant tout un fan, tu vois. Mais tu me fais penser à la vidéo de MrBeast qui avait posté une vidéo au mois de dans 5 ans, j'espère que j'aurai 1 million d'abonnés, je crois qu'il en avait genre 90 000 ou un truc comme ça, quoi. Bien sûr, mais donc tu projettes des choses, mais après, comme je l'ai très vite fait, et c'est un truc de famille, je me suis dit, voici le point A où je suis, il y a le point B, et rien va se mettre en travers de mon chemin, en fait. Je veux y arriver, je vais perdre des amitiés, des nanas, des trucs, des événements, des machins, mais il y aura pas d'échec. Je ne concevais pas que ça puisse pas se faire. Oui, je vois. Mais en plus, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, à l'époque, moi j'ai commencé en 2010, donc à peu près à cette époque, et on était sur un mode de consommation, je trouve, qui était avec un rythme plus lent, en fait. Bien sûr. Que le truc que vous avez un peu amené et qui s'est développé aussi un peu partout, évidemment, avec les réseaux sociaux. Mais tu vois, je me souviens, moi, à l'époque, je sortais de prépa, je prenais le train et j'allais acheter mon 5 majeur. Bien sûr. Ou des magazines comme ça, et je lisais ça dans le train. Bien ou sûr. alors, t'avais le rythme des articles aussi. Un article, ça tombe pas de suite. Et c'est vrai que, du coup, quand il y a les réseaux qui sont arrivés, je pense qu'il y a aussi ce truc où vous avez pris un créneau avec un avantage concurrentiel, peut-être presque on peut dire, où il y a un truc qui n'était pas exploité. Il y avait aux États-Unis, ils ont leur rythme à eux, mais en France, personne ne le faisait. Donc il y a aussi ce truc, en même temps, comme tu dis aussi, c'est à faire. Il y a personne qui le fait, je peux le faire, ça va faire un succès fou parce que c'est inexploité. Mais en même temps, il y a aussi le gros obstacle de pourquoi est-ce que personne l'a fait, quoi. Et c'est les difficultés de la nuit, le mode de vie différent et les complications sociales aussi, ouais. Mais tout à fait. Et ça faisait partie du contrat que je signe avec moi-même, c'est-à-dire. Moi, j'ai envoyé un message, tu sais, à l'époque, Facebook, c'était un peu alléluia, tu vois, non pas que maintenant ce soit nul, mais bon, ça a changé. Mais en 2008, 2010, 2012, Facebook, c'est un peu le truc où tu mets tes statuts, c'est hyper important si t'as mis une relationship with, enfin, tu vois, c'est compliqué. Comme ça. Et moi, je l'ai encore là, j'ai envoyé un pavé, un statut, un pavé en français et en anglais pour des potes de longue date ou des proches, machin truc, où je dis littéralement en 2012, je pars à l'aventure, je
pense que ça va être compliqué d'avoir les mêmes relations que celles qu'on a pu avoir jusque-là, mais je vais réaliser mon rêve. Et mot pour mot, hein. Et je leur dis une connerie, je crois, à la fin, genre on fêtera tout ça dans 10 ans sur un penthouse à New York. Bon, on y est encore loin, hein. Mais Oh, pas si loin que ça, hein. mais bon, tu sais, New York, Cergy, Pontoise, tout ça, c'est pas non plus. Ouais. on en fermant les yeux, on y est. Mais c'était, mais j'avais besoin de signer un contrat avec moi-même. Et donc parfois ça m'arrive de retomber dessus pour me dire qu'il fallait en fait un peu faire le jump. Et je pense que il y a pas de belle histoire sans ce genre de sacrifice. Personne n'arrive. Pour moi, je connais personne qui arrive à un semblant de sommet de sa profession sans avoir fait des sacrifices et en avoir chié, quoi. Ouais. Fallait juste être prêt et d'accord avec ça. Mais tu sais, là où c'est assez dingue, ce côté, la NBA, le paysage NBA a beaucoup changé, on n'aurait pas pu voir venir ça et tout ça, c'est que moi, il y a une époque de ma vie, mon rêve, c'était d'être trash talk, en fait. Mais sauf que je pensais pas que c'était ça. C'est-à-dire tu vois, moi, c'est-à-dire que, en gros, tu vois, par 2010, la NBA me passionnait tellement que je me disais, putain, mais ce serait cool de trouver un métier là-dedans ou de faire un truc. Mais tu vois, mes idées, c'était, je sais pas, moi, imagine, on arrive à ouvrir un bar et on regarde les trucs la nuit, Ben ou oui. on arrive à intégrer une rédaction de magazine, créer un magazine. Avec des cocktails, avec des noms de joueurs. Exactement, ouais. Donc, et en fait, tu es devenu, parce qu'à une époque, alors ensuite non, parce qu'après j'ai fait des trucs, bon, relayer l'info ou des trucs comme ça, ça m'intéressait moins, et toi t'avais plus cette fibre de proposer du contenu, etc. Mais tu vois, moi, à un moment donné où je suis tombé amoureux de la NBA, mon rêve c'était d'être ce que t'es devenu, mais sauf que à l'époque on savait pas que tu pouvais devenir ça, quoi. C'est ça aussi qui est assez dingue, c'est que tout a tellement changé, parce qu'il y a 10 ans, le rêve c'était, tu es rédacteur ou alors tu crées ton magazine basket, et ça aujourd'hui vous avez explosé toutes ces barrières, quoi. Bah c'est gentil ce que tu dis, et c'est vrai que moi je me suis pas du tout rendu compte sur le chemin de péter des barrières ou de juste moi, et je pense que c'est ce que les gens voient au travers des vidéos, et je crois que ça bouge pas trop, même quand j'en croise dans la rue me disent ça, c'est que je reste moi-même, et on voit ce qui se passe, tu vois. Je vais pas commencer à changer les choses, mais c'est très vrai ce que tu dis sur en 2011-12. C'est très difficile d'imaginer jusqu'où tu peux aller et ce que tu peux faire, autre que faire, pour moi, hein, c'était faire une école de journalisme et rentrer dans un grand média de sport pour devenir journaliste sportif. Mais c'était d'ailleurs, et moi je crois, je sais pas si je l'ai dit sur interview avec les frères de Camino, mais Trash Talk à la base c'est aussi un énorme no disrespect, hein, je vous aime beaucoup, mais c'est un énorme majeur aux écoles de journalisme. Parce que c'était une manière, si tu veux, pour moi de dire, ok, j'ai compris, la voie royale, c'est le CFJ, c'est FPJ, c'est peut-être un IUT de Tours, des trucs comme ça, parce qu'il y a Roselmack qui vient de là, et qu'il y a d'autres gars qui sont sortis d'eux, c'était trop stylé, quoi. Tu faisais le CELSA, t'étais fly, enfin je sais pas toi comment c'était, mais il y avait un espèce de truc de joyau autour du fait de sortir d'une école de journalisme. Je sais pas si toi c'était pareil. Si, oui, moi j'ai même, je me suis tâté à faire journalisme alors que je venais de prépa scientifique et tout ça, que je faisais pas ça, quoi. Donc gros revirement de situation pour toi, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais alors, bon, au final, moi je l'ai pas fait, et toi tu l'as fait, mais ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que je note que ça arrive un peu partout, ce côté, en fait, le contenu et les gros médias aujourd'hui naissent un peu du monde amateur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a 10 ans, ça aurait été le format télé ou des grandes institutions comme ça. Et là, on voit que en foot, on a plein de gens qui sortent du monde amateur, de Twitter, ou qui développent des boîtes sorties de nulle part. Il y a vous et il y a First Team aussi qui créent des modèles un peu qui sortent de nulle part et qui aujourd'hui sont les références. Et pour te rejoindre sur ce côté, moi je dirais peut-être pas doigt d'honneur au système, mais je te rejoins sur cette idée que c'est aussi du monde amateur qu'aujourd'hui ont émergé les plus grands médias, en fait. Bah si les plus belles histoires de basketteurs qui arrivent en NBA viennent de gens qui sont tout en bas de la société, sont en défavorabilité totale, et utilisent ce truc comme élément moteur pour y arriver, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer aux autres éléments de notre vie, tu vois? Moi je pensais très tôt comme ça. C'est aussi un truc d'éducation et de famille.
Donc on est tous un peu entêtés. Et donc quand on se met un truc en tête, on va jusqu'au bout, quitte à se saloper soi-même, quoi, tu vois. Et je pense que si tu regardes des exemples classiques de, j'en sais rien moi, de The Rock qui dit, alors c'est con, hein, c'est à l'autre bout du monde, hein, The Rock, UFC acteur, mais le mec à la base il devait faire du foot américain et il avait comme rêve d'être acteur, il est arrivé jusqu'au bout de son putain de truc. Alors la route est particulière, mais il a réussi. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup, et je crois que c'est un langage qui est universel. C'est pas quelque chose qui se limite au sport. Oui. Et d'ailleurs, si je peux te poser une question par rapport à ça, ou quand tu as créé tout ça et quand tu l'as développé, c'était quoi un peu tes inspirations, du coup, en termes de médias, en termes de figures? Est-ce que tu avais des gens ou des modèles d'émissions ou de ton à qui tu voulais ressembler, ou est-ce que tu as vraiment créé ton truc un peu vraiment à toi, quoi? Grantland. Ouais. Grantland, c'était merveilleux, parce que, donc pour ceux qui l'ont, toi tu l'as, hein, je pense. Oui. Bill Simmons, toute la clique, il y avait même Zach Lowe qui a fait ses débuts là-bas. Enfin, je veux dire, c'était un espèce de hub de talent couillu. C'était moi, mes influences, c'est des je t'emmerde. Donc c'est le Canard enchaîné, c'est Technicart, c'est des trucs que j'ai eu soit dans mes chiottes, soit dans ma chambre à lire, qui sont pas dans le conventionnel. Ouais. Et donc à partir du moment où pour moi t'es quelqu'un qui sort un peu du lot et qui affirme torse bombé quelque chose, mais pas en mode Patrick Beverley, je sais pas ce que je fais, hein, vraiment avec passion, expertise, envie de recherche, savoir, etc. Moi ça m'inspirait. Ça m'inspirait de voir de plus en plus d'émissions de télé où en fait il y avait des intervenants qui n'étaient pas forcément des anciens joueurs professionnels, mais qui étaient tellement bons dans leur analyse et dans leur truc que ça devenait des personnalités réelles, en fait. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Bill Simmons, c'est ce qui s'est passé avec d'autres personnes à droite à gauche. Et pour moi, il y a du Grantland, il y a du ESPN, parce que j'ai aussi grandi avec Stephen A. Smith, et donc j'ai grandi avec d'autres choses. Il y a beaucoup d'influence, mais je crois que, comme je viens de te dire là, tout ce qui est un peu à l'époque Canard enchaîné, Technicart, je sais pas qui y a d'autres comme ça, je sais pas si tu peux m'aider, des trucs comme ça un peu corrosifs, mais un peu bon, on est sur ce domaine-là, mais on est un petit peu c'est un peu le bouffon de la cour, mais plus, tu vois. Ouais. 50 minutes inside. Exactement. Vendredi, tout est permis. Ouais. Non, mais tu vois, il y a souvent dans beaucoup de domaines, il y a une forme de, je peux pas dire de caillerie par rapport à la bande, tu vois, mais il y en a un qui sort un peu du lot et qui va amuser la cour, quoi, en fait, parce que la vie est un peu monotone et que se lever et travailler et juste bouffer, baiser et dormir, c'est un peu régulier et monotone. Donc est-ce que quelqu'un peut secouer un peu et taper dans la fourmilière? Ça moi j'aimais bien tout le monde en parle. Oui. Tu vois. Et il y a j'aimais bien, je sais pas, pareil, première, j'aimais bien comédie, tu vois, la grosse émission. Ouais. Je sais pas si t'en souviens, avec Olivier Cade. C'est tout ce qui sort un petit peu du quotidien et animé avec passion. Grantland, on rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas connu, parce que mine de rien, ça commence à être vieux maintenant, vu qu'on est vieux. Mais c'était donc c'est Bill Simmons, en gros, qui c'est vrai que lui aussi, un peu, il a des ressemblances de parcours, hein, si je puis dire, parce que lui était aussi un blogueur à l'époque, blogueur fou qui écrivait des tonnes d'articles et tout, qui s'est fait repérer par ESPN. Et un jour, ESPN lui a un peu donné l'autorisation de faire son blog, un peu séparé, mais qui était tout de même toujours sur ESPN. Et effectivement, il y a eu un ton qui était assez différent d'habitude, de juste je vais à l'usine en parlant de sport, voilà, de cette manière, tel point et tout. Et ils ont apporté un truc un peu différent, c'est vrai, Grantland, en parlant de pop culture, et en mélangeant avec le sport, avec, comme tu dis, Zach Lowe est sorti de là. C'est vrai c'était un modèle un peu différent, effectivement. C'était un énorme bordel de créativité et d'intelligence et de gens qui voulaient faire un peu différemment. C'est quand même Bill Simmons qui
qui débarque publiquement avec l'idée de The Decision, hein, quand même. Hein. C'est quand même lui qui dit je pense que LeBron devrait en faire une émission, il y aurait du pay-per-view, ce serait incroyable, les gens s'entasseraient. Enfin, et à l'époque, il faut faire révérence à ESPN, c'était Stuart Scott et d'autres très, très, tu vois, carré, l'information tout de suite, nickel, un tout petit peu d'humour, mais juste assez comme il faut. Et tu ne pouvais que être un ancien. C'est-à-dire que la NFL, tu en rigolais tout à l'heure, mais c'était Madden. Ouais. Tu n'avais pas et ça s'est suivi avec Shannon Sharp et avec d'autres gars comme ça, mais dans le basket, je trouve qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé comme ça. Et très franchement, je ne l'ai pas mentionné parce que j'ai eu beaucoup de modèles, surtout américains plus que français, mais évidemment que Xav, Votion et Georges Eddy, quand ils ont fait le Eddy Halftime, c'était un coup de pied foutu dans la porte du basket en France, et Canal, et donc Decaune et Garcia. Enfin, tu vois, tout ce qui était un petit peu Canal, c'était aussi un peu le sale gosse de la cour de récréation, quoi. Ouais, bien sûr. Effectivement, alors je crois que t'as dit Bill Simmons a eu l'idée de The Decision. J'espère que c'est pas lui qui a eu l'idée de la chemise pique-nique de LeBron. Non, ça mais force est de constater qu'elle est rentrée dans l'histoire. Effectivement. C'est assez dingue, même pas de cravate, juste une table pique-nique sur soi. C'est particulier. Mais du coup, une fois qu'on a dit tout ça un peu sur l'historique de Trash Talk, comment aujourd'hui tu définirais ta ligne éditoriale au final ? Bah c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que Trash Talk, c'est un média qui va transmettre avec passion, avec humour et avec un peu de corrosif l'actualité et l'histoire du basket. Donc je sais que c'est assez grand, c'est assez vague, mais les gens retiennent souvent le côté humoristique, le côté corrosif. Donc ça veut dire qu'on n'hésite pas à dire, moi je me suis embrouillé avec des joueurs parce que je dis, fais de la merde, ça j'aime pas, et puis quand tu fais des trucs bien, c'est bien. Quand tu fais de la merde, c'est de la merde. Et puis on n'a pas de problème à dire, moi je débarque sur YouTube et à faire des vidéos, en fait j'ai des crottes dans les yeux, je largue une caisse, je me gratte les couilles. Enfin, il y avait un côté un peu corrosif là-dessus. Il y a un côté humour parce que moi j'ai pris des gars qui me font mourir de rire et que j'ai trouvé très très drôle, et donc on crée des personnages, des types de rubriques et ont toujours cette passion. Ce sont des passionnés qui parlent de l'actualité NBA mais sans être l'AFP. Puisque je continue sur les 10 très gratuits dans cette émission. Mais c'est humour, corrosif et raconter des histoires humaines. Raconter pas forcément que triple-double, stats avancées, pick and roll, Spain, etc., mais aussi raconter l'humain. Qu'est-ce qui se passe ? Tendre la main pour que les gens rentrent dans le grand wagon du basket. Et c'est souvent ce qu'on nous a redit d'ailleurs. Que la ligne édito, c'est un peu ça au final, c'est on prend 1h30 pour raconter avec Alex, je sais pas quoi, sur John Havlicek ou sur tel autre truc, et parce qu'on ne répète pas le truc et qu'on n'a pas des fiches et qu'on parle juste avec passion d'un truc qu'on a bossé tous les deux, et c'est pareil avec toute l'équipe de rédaction, je crois que ça continue d'être comme ça sur tous nos types de dispositifs. C'est actualité et histoire, NBA surtout, mais aussi équipe de France, un petit peu d'autres ligues ou d'autres secteurs de jeu parfois, mais on est surtout NBA équipe de France. Humain, humour, corrosif, passion. Ouais. Donc le ton est assez important dans ce côté-là. C'est pas juste un média média d'actu ou un média qui va raconter assez sobrement. C'est vrai que tu dis par rapport aux écoles de journalisme, peut-être ça aide aussi le fait effectivement, vous sortez pas de ce cadre-là, donc au-delà même du côté, on a créé un média sans passer par l'école de journalisme, même dans le contenu et la ligne éditoriale, il y a un peu ce truc de, on n'a pas forcément les normes de d'habitude, et donc on crée un peu notre propre cadre en fait. Ouais, c'est ce qui s'est passé, pour être parfaitement honnête, sur le recrutement. Non pas que je disais, c'est mort, t'as fait une école de journalisme, au revoir, mais je voulais que les membres principaux, tu ne remplaces pas un cœur et une passion. Une personne qui fait une formation extraordinaire, mais n'a pas la passion de pouvoir rester jusqu'à 7h du matin, ne pourra jamais l'apprendre. Une personne qui reste jusqu'à 7h du matin, mais qui apprend les codes du journalisme, ça c'est possible. Et pour moi, ça c'était une vérité qui était incontournable. Donc, dans mon équipe, j'avais des gens qui avaient un boulot,
revenaient du boulot, étaient debout à 1h du matin, jusqu'à 5, repartaient au taf à 8h, et ils étaient déter, quoi. Et c'est la plupart des gens que les gens connaissent. Alex, Léonce, Giovanni, Julien, David, Nico, etc., Ben et toute la clique. Et je dirais pas quel taf ils avaient avant, mais il y a eu de tout. Et par la suite, j'ai un peu plus ouvert la porte aux écolojournalismes, mais c'était important pour moi de trouver des gens qui, quoi qu'il arrive, on avait les mêmes valeurs humaines. Quand moi j'ai fait mes recrutements, c'était... on a retrouvé un peu en souriant les questions que j'ai posées quand j'avais 23 piges, je faisais des sessions de recrutement. Et c'est pas du tout un truc de... Enfin, je m'en bats les reins des CV, tu vois. C'est pas le CV qui m'importe. C'est si je te raconte une blague, comment tu la prends. Et si y a un gars qui a un problème dans l'équipe, qu'est-ce que tu fais? Pour moi, après, tu peux être fan de telle et telle équipe, de tel et tel machin. Si par contre, on a les mêmes valeurs humaines, après, apprendre à faire intro, paragraphe, conclusion, attention, hein, les écoles de journalisme sont importantes, parce que je vais me faire clasher. Les écoles de journalisme sont importantes et peuvent former bien comme il faut, et moi, je dirais des choses que je n'apprendrai jamais parce que je ne suis pas passé par là. Mais parfois, je trouve, en ayant parlé avec beaucoup de gens, soit des potes, soit des plus jeunes, que c'est une machine qui parfois casse et force à la contorsion, et du coup, le Tintin de 15-16 ans qui veut partir faire le tour du monde se retrouve plus avec la même trick qu'avant, tu vois, il a pas la même passion et la même énergie. Donc moi je refusais que ce soit comme ça. Je disais si le sommet de tes capacités c'est bosser en slip en mangeant du pâté, vas-y. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé du modèle économique, mais parce que c'est pas forcément hyper intéressant, mais juste là-dessus, d'ailleurs, t'es passé d'un blog à aujourd'hui le média. Vous êtes aussi, vous avez été un peu aidé, vous êtes associé, à SoFoot, qui eux-mêmes sont un peu, sont un grand média, mais qui a aussi un peu une ligne éditoriale un peu décalée aussi, quoi. Donc ça se tient aussi, quoi. Bah ouais. D'ailleurs, c'est pas une correction, mais c'est la maison mère, c'est SoPress. Ouais. Qui a notamment SoFoot, mais qui a aussi, voilà, puisque tu parles de ligne éditoriale similaire, qui a un très joli magazine de rugby qui s'appelle Tampon, ou de cyclisme qui s'appelle Pédale. Donc si tu veux, on est sur des trucs tout à fait originaux, Society, SoFilm, Doolittle, etc. Donc nous, on s'est très très vite bien entendu. Et vous n'avez pas de consigne d'ailleurs au niveau ligne éditoriale ou quoi que ce soit de la part du groupe? Non. Moi j'étais, d'ailleurs, quand j'en ai parlé avec Franck Hanez et avec Brieux et Eric notamment, qui m'ont vu débarquer comme un gars de 23 ans qui était à fond. Enfin, j'étais un boulet de canon sur ma voix, et en fait, je pense qu'ils ont peut-être senti que c'était un bon plan, tu vois, bien joué à eux. Moi, j'étais clair sur le fait que j'allais pas être mis dans une box. Mais force à eux, parce que c'était pas leur intention. Ouais. Ils ont dit non, nous on veut juste grandir ensemble. Donc on peut t'aider, tu peux nous aider. Et si t'as besoin de ces conditions pour être tranquille, on va les respecter, qu'on va pas te faire chier. Et c'est ce qui s'est passé depuis 8 ans maintenant, 8-9 ans, 8 ans, 2015. Ouais. 8 ans d'association. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.